Le déclenchement de la Première Guerre mondiale engagea les savants des pays belligérants dans un conflit qui bouleversa profondément les bases fragiles de la communauté scientifique internationale. Attaqués sur leur propre sol, les scientifiques français furent tout particulièrement prompts à répondre à l'appel et se porter à la défense de la patrie. Dans cette présentation, nous expliciterons le processus de démobilisation de la communauté scientifique internationale dans les dernières années de la guerre et démontrerons la complexité de dresser une chronologie linéaire menant de la guerre à la paix dans le contexte culturel. Si l'historiographie insiste sur l'idée d'une science alliée unanime et liguée contre la science allemande au lendemain de la guerre, un regard aux échanges des principaux acteurs démontre que le processus menant au boycott des scientifiques allemands et de la réorganisation de fond en comble de la communauté internationale ne se fit pas sans écueil. Nous verrons que si les savants français demeurèrent mobilisés et prêchèrent pour l'exclusion de la science allemande des organisations scientifiques, les alliés et associés de la France tinrent un discours plus nuancé et n'étaient pas prêts à aller aussi loin que les Français, notamment dans le dossier sur l'intégration des savants des pays neutres dans les nouvelles organisations internationales. Les scientifiques des pays de l'entente ne s'entendirent pas sur la manière de réorganiser la science internationale et l'idée de rompre avec la communauté scientifique d'avant-guerre fut loin de faire l'unanimité au sein des cercles des savants européens et américains. Nous analyserons ce processus par le biais de ces trois principales figures, celle du mathématicien Émile Picard, du physicien britannique Arthur Schuster et de l'astrophysicien américain George Ellery Hale. Nous verrons que chacun chercha, selon ses propres intérêts nationaux, à asseoir son influence et trouver sa place sur la scène internationale d'après-guerre. Au cours de la guerre, Émile Picard était secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences à Paris. Impuissant devant la mobilisation de son fils et de ses deux gendres, il chercha à se rendre utile autrement et s'impliqua d'abord dans des œuvres charitables. Après l'invasion allemande en Belgique, l'incendie de la bibliothèque de Louvain par les armées allemandes et la publication du manifeste des 93 professeurs allemands, Picard mobilisa toutes ses forces dans la dénonciation de la science allemande qu'il considérait barbare, orgueilleuse et matérialiste. Dans l'appel allemand, 93 représentations de la science et des arts allemands niaient la responsabilité de leur pays dans le déclenchement de la guerre et les atrocités commises par l'armée allemande en Belgique. Dès 1916, Picard écrivait à son collègue italien Vito Volterra « Je ne vous cache pas que pour ma part, et je ne suis pas le seul, je crois que les relations intellectuelles avec les Allemands doivent, pendant bien des années, être à peu près complètement supprimées. » En juin 1917, Picard entreprit des mesures plus concrètes dans ce dossier. Il évoqua, dans une lettre à Alfred Lacroix, l'urgence d'agir dans le dossier des relations scientifiques, afin d'empêcher les Allemands de garder scientifiquement toute leur position, même s'ils devaient être battus. Selon lui, il fallait agir rapidement avant que les Allemands ne prennent l'initiative. Une correspondance s'engagea alors entre Picard et George Ellery Hale dans le but de collaborer à la reconstruction d'une entente interacadémique. Dès le début, Picard évoqua clairement l'idée de laisser complètement de côté les Allemands ainsi que les neutres, amis de l'Allemagne. L'astrophysicien américain ne partageait pas tout à fait la position de ses collègues français. Hale était d'abord resté fidèle à ses relations allemandes, et ce, même après l'incident du Lusitania. S'il savait condamner les pratiques militaires de l'armée allemande, il tenait à faire la différence entre le gouvernement allemand et ses scientifiques. À ses yeux, les scientifiques allemands qui avaient signé le manifeste des 93 avaient tout simplement perdu la tête et il avait bon espoir qu'ils reprennent bientôt leur esprit. Il considérait d'ailleurs malheureux qu'ils fussent radiés des listes de l'Académie des sciences à Paris pour cette raison et félicitait la Royal Society de Londres pour avoir manifesté plus de retenue dans ce dossier. À partir du printemps 1917, l'entrée des États-Unis dans la guerre et l'intransigeance des savants français vinrent toutefois lentement au bout de sa bonne volonté. Si Hale comprit qu'il ne pouvait sauver la communauté internationale d'avant-guerre, il voulait à tout prix que l'Académie nationale des sciences à Washington puisse occuper une place de choix au sein des organisations futures. En juillet 1917, Émile Picard écrivit à Hale afin de l'entretenir du futur de la science internationale. Picard lui faisait remarquer que la majorité des savants français ne pouvaient concevoir de se trouver autour d'une même table avec les savants allemands et que les anciennes organisations internationales devaient être considérées comme mortes. Les savants allemands avaient déshonoré la science par son exploitation à des fins criminelles, dit-il. Ils allaient devoir être exclus de la communauté internationale pour le bien de la justice même. Il croyait dangereux de placer la science en dehors des questions nationales et prédisait que la guerre allait se poursuivre dans les domaines industriels et intellectuels au règlement de la paix. La proposition fut toutefois loin de faire l'unanimité à l'Académie nationale des sciences à Washington, la majorité croyant qu'il était préférable d'attendre la fin du conflit afin de prendre toute décision dans ce dossier.
Des proches de Wilson faisaient d'ailleurs la différence entre le gouvernement allemand et ses scientifiques et croyaient qu'il fallait demeurer excessivement prudent lorsqu'on touchait aux questions des organisations scientifiques internationales. À la Royal Society de Londres, la question avait également donné lieu à de vifs débats. Il y avait des partisans de la conservation des anciennes organisations, de la radiation et de la suspension jusqu'à nouvelle décision. Arthur Shuster, alors secrétaire de la Royal Society, aborda ainsi l'enjeu avec plus de prudence que ses collègues français. En 1915, il avait d'ailleurs publié un article dans lequel il regrettait la position que la science devait prendre en temps de guerre. En dépit de toute son amertume envers les Allemands et d'un fils au front, Shuster n'était pas aveuglé au point d'oublier les procédures légales liées à une dissolution des associations internationales d'avant-guerre. Il invita Picquart à envoyer à Londres des délégués pour un échange de vues sur les problèmes relatifs à l'organisation internationale d'après-guerre. À ses yeux, la rencontre devait demeurer informelle et ne donner lieu à l'adoption d'aucune résolution définitive. Il insista d'ailleurs sur ce point auprès de George Ellery Hale, qui hésitait à participer à une telle rencontre devant l'opposition de plusieurs de ses membres à l'Académie des sciences à Washington. Shuster précisait dans une lettre à Hale qu'il n'avait pas lieu de continuer une guerre après la guerre, mais d'organiser une période nécessairement difficile sans que cela se fasse au détriment de la science. S'il fallait préparer le terrain, Shuster croyait que peu de savants étaient prêts à aller aussi loin que Picquart. Picquart avait en effet déjà une très bonne idée des résolutions qu'il entendait proposer à la rencontre. Il défendait déjà le projet de faire table rase des anciennes associations scientifiques. Les conventions de certaines associations arrivant à expiration, il devenait, selon lui, possible de construire sur une table rase. La Commission géodésique française du ministère de l'Instruction publique avait déjà émis le vœu que des pourparlers soient engagés entre les Alliés pour la formation d'une association géodésique internationale qui exclurait l'Allemagne et l'Autriche. Puis Picquart croyait qu'il fallait d'abord causer entre amis et la majorité de l'Académie des sciences de Paris s'entendit pour dire que la présence des neutres serait un obstacle à la dissolution des anciennes organisations. La question des neutres allait devenir l'un des enjeux les plus épineux de la réorganisation de la science internationale. Les vœux soumis à l'approbation de l'Académie insistaient par ailleurs sur une collaboration intime entre alliés et prescrivaient que les pays de l'Entente et des États-Unis dussent s'abstenir d'envoyer des délégués à toute réunion internationale où devaient figurer des représentants des empires centraux. La résolution de la Société royale de Londres était beaucoup plus coopérative que celle prise à l'Académie des sciences à Paris. Le mémorandum de la Royal Society de février 1918 proposait de reconstruire sur des bases positives par la création d'un nouveau système international avec la participation des neutres et l'adhésion éventuelle des puissances centrales après le règlement d'une paix satisfaisant les requêtes alliées. Shuster choisit d'ailleurs le biologiste William Bateson comme l'un des délégués des conférences à venir. Plus modéré que Shuster et s'opposant à l'exclusion de l'Allemagne, Bateson assista impuissant et avec horreur au durcissement des positions au cours des rencontres interalliées. Il confia plus tard à sa femme « Tout bon sens a disparu. Les Français sont déterminés à tourner le monde à l'envers et le reste acquiesce. Si j'avais compris le but de ces rencontres, je n'y serais jamais allé. La rencontre devient une occasion d'utiliser la science pour alimenter les esprits chauvins. » En dépit de son désaccord, Bateson demeura silencieux et ne chercha jamais à s'interposer. Les questions de réorganisation de la science furent ainsi dominées par les thèmes de la condamnation de l'Allemagne et de son exclusion, subordonnant par le fait même tout le processus de réflexion et des considérations politiques. Le 9 octobre 1918, lors de l'ouverture de la conférence interalliée des académies scientifiques à Londres, et avant même le règlement de Versailles, les délégués discutèrent de l'exclusion des membres des empires centraux. Malgré la dissonance des positions françaises, britanniques et américaines, la majorité des délégués résolurent finalement que les nations en guerre avec les puissances centrales allaient se retirer des associations scientifiques existantes et en créer de nouvelles sur la direction générale d'une commission d'études. Hale et Shuster n'étaient peut-être pas prêts à aller aussi loin que les Français, mais s'étaient entendus sur le fait qu'ils ne souhaitaient finalement pas heurter la sensibilité des Français et des Belges qui, selon eux, avaient de bonnes raisons de refuser la reprise des relations avec l'Allemagne. À partir de ce moment, la position sur l'exclusion des savants allemands et autrichiens fit officiellement l'unanimité au sein des représentants alliés. Lors de la deuxième conférence interalliée à Paris, qui débuta le 26 novembre 1918, les Français et les Belges refusèrent aux neutres l'entrée immédiate dans le futur Conseil international de recherche. Malgré l'armistice, l'état de guerre n'était pas levé et le Conseil allait peut-être devoir faire face à des problèmes militaires, ne sachant pas qui allait rester neutre. Aux yeux des Français et des Belges, l'adhésion des pays neutres favorables à la cause allemande, comme la Hollande ou la Suède, n'était pas très prudente, car on croyait que c'était justement par là qu'ils chercheraient à se joindre au Conseil.
Hale considérait comme drastique la position française, constatant que plusieurs collègues chez les neutres avaient considéré la mesure comme un affront. Il concevait par ailleurs qu'il allait être difficile de convaincre les neutres de cesser toute coopération avec les hommes de science allemands. Il demanda à Schuster de faire tout en son pouvoir pour éviter que les Français et les Belges ne dominent la prochaine conférence à Bruxelles et pour garder une position ferme dans le dossier sur l'admission des neutres. Leur participation était nécessaire, selon lui, à l'établissement d'une organisation solide. Il se disait d'ailleurs prêt à affronter Picard sur cette question, voire d'aller jusqu'à le menacer d'un retrait des scientifiques américains du Conseil si les neutres venaient qu'à être exclus. Hale et Schuster s'engagèrent alors à pousser les Français et les Belges à adoucir leur position sur la question avant la prochaine rencontre en juillet à Bruxelles. Les délégués anglais et américains craignaient que les neutres ne boycottent tout simplement l'organisation alliée et qu'ils ne se tournent vers les Allemands. Hale écrit à un proche collaborateur, l'astronome hollandais écrivit à un proche collaborateur, Jacobus C. Kapteyn, afin de préparer le terrain du côté des neutres. Il chercha à le convaincre de la volonté du Conseil d'inviter des neutres à se joindre à la nouvelle organisation et précisa que ce point faisait l'unanimité au sein des membres, omettant par le fait même les réticences des Français. Schuster débuta quant à lui des échanges au début de l'année 1919 avec les représentants des Pays-Bas, de la Suède et du Danemark. Il réitéra la volonté de la Royal Society et de l'Académie nationale des sciences de Washington de prendre position en faveur de la déclaration voulant que ces pays soient invités à joindre le Conseil international de recherche lors de sa prochaine rencontre à Bruxelles. Cherchant l'appui d'autres pays que les États-Unis, il écrivit aussi au secrétaire de l'Académie impériale de Tokyo, lui demandant de soutenir la motion qu'il entendait proposer à la réunion. À partir du printemps 1919, la position des Français commença toutefois à s'adoucir. La fin du conflit mena à l'arrêt des échanges de rapports techniques entre les armées des deux côtés de l'Atlantique et les Français réalisèrent alors que les adhésions restrictives n'étaient plus justifiées. À l'ouverture de la conférence de Bruxelles, le 18 juillet 1919, l'Association internationale des académies, née en 1899, fut officiellement dissoute et remplacée par deux associations, dont le Conseil international de recherche. La participation des sociétés savantes allemandes, autrichiennes, hongroises et bulgares était interdite pour les 12 prochaines années. Si cette question obtint bien peu de contestation, celle de l'adhésion des neutres ne fit pas l'unanimité. Elle, ne pouvant se rendre à Bruxelles, avait d'ailleurs prié Schuster de faire accepter l'invitation des États neutres par l'Assemblée constituante. Advenant une décision contraire, le Conseil perdrait l'appui des scientifiques et du gouvernement américain. Au lieu d'une clause générale, une liste de 13 pays fut établie. Les neutres furent invités à adhérer au Conseil et plusieurs répondirent à l'invitation en 1920. Picard resta néanmoins toujours méfiant. Dans une lettre à son collègue Volterra, il prescrivit, dans le cadre du congrès de l'Union des mathématiques à Strasbourg en 1920, de ne pas inviter chez les neutres les personnes qui ont été trop ostensiblement hostiles à notre cause pendant la guerre. C'est d'ailleurs du côté des neutres, tels que le craignait Picard, que les premières protestations se firent entendre. L'Institut Nobel attribua ses prix Nobel en sciences au lendemain de la guerre à 3 savants allemands. Le prix Nobel de physique à Max Planck et Johannes Stark, respectivement en 1918 et 1919, le prix Nobel de chimie à Fritz Haber en 1919. Si la décision de l'Institut provoqua une onde d'enthousiasme en Allemagne, elle fut interprétée par l'exécutif du Conseil comme un geste intentionnel, en réaction au boycott de l'Allemagne. Les membres de l'Académie des sciences à Paris s'interrogèrent même sur le bien fondé d'une protestation, surtout pour la nomination du chimiste Fritz Haber. Mais Émile Picard estimait qu'il n'appartenait pas à l'Académie de faire une telle déclaration. Picard déclara qu'il était d'ailleurs beaucoup plus occupé à asseoir le contrôle de l'Académie des sciences sur la question de l'adhésion au Conseil, des adhésions au Conseil. Alors que, dit-il, les tendances germanophiles de l'Académie des sciences de Stockholm étaient connues. En Hollande, Kapteyn fit quant à lui circuler une lettre de protestation pour les membres des Académies des Nations alliées et des États-Unis. Si Kapteyn avait apprécié les efforts des Américains pour permettre l'admission des neutres au Conseil, il était néanmoins en désaccord avec l'exclusion de l'Allemagne. À l'automne 1919, la lettre avait recueilli plus de 200 signatures et paru dans la presse internationale. Les signataires venaient pour la plupart du Danemark, de la Suède, de la Hollande et de la Norvège, de la Finlande, de la Suisse et de l'Espagne. Kapteyn critiquait sévèrement que l'ensemble de la discussion sur la culpabilité des élites intellectuelles allemandes fût subordonnée à la question de moralité. Afin d'apaiser les dissidents, les dirigeants du Conseil permirent aux nouvellement membres d'avoir des contacts de manière indépendante avec l'Allemagne. Les débuts du Conseil de recherche ne se firent ainsi pas sans embûches, certains chez les neutres ayant été offensés par l'arrogance des pays de l'entente dans la réorganisation de la science internationale.
Le boycott qui devait prendre effet en 1919 pour une durée de 12 ans fut finalement levé en 1926, suite à un nombre grandissant de protestations, alors que l'Allemagne allait se joindre à la Société des Nations. Les négociations pour l'admission des scientifiques allemands et la reprise de la coopération se prolongèrent jusque dans les années 30. Les académies allemandes formulèrent à leur tour de hautes exigences que l'exécutif du Conseil ne voulut pas satisfaire. Si la reprise des relations ne se fit pas par le biais des organisations internationales dans l'entre-deux-guerres, plusieurs crurent chez les neutres et les Allemands que la normalisation des rapports devait d'abord passer par des canaux plus informels. Le physicien Max Planck, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de Berlin, confia à son collègue néerlandais Hendrik Lorentz en 1923 que la reprise des relations scientifiques internationales n'allait pas se faire d'en haut après un acte officiel de la science allemande, mais par le renforcement silencieux et graduel des relations privées et personnelles entre professeurs de même discipline. Plusieurs optèrent pour cette voie et l'idée du boycott ne réussit pas à s'imposer entièrement sur la scène internationale dans l'entre-deux-guerres. En somme, la fin de la guerre et la réorganisation de fond en comble de la communauté scientifique internationale ne mena pas forcément à la démobilisation culturelle des scientifiques des pays belligérants. Toutefois, nous avons démontré que le processus menant à la dissolution de l'Association internationale des académies et au boycott des scientifiques allemands ne fit pas l'unanimité parmi les principaux acteurs de la réorganisation de la science internationale et de leurs académies. Émile Picard et la majorité des membres de l'Académie des sciences à Paris prêchèrent très tôt pour la dissolution des anciennes organisations scientifiques et prescrivirent le boycott des scientifiques allemands. Ils décidèrent ainsi de faire table rase de leur relation d'avant-guerre et virent dans ce rejet un moyen de se libérer de l'influence de la science allemande sur la scène internationale, un acteur dont on avait déjà envié la richesse de la science. De leur côté, Arthur Schuster à la Royal Society de Londres et George Ellery Hale à l'Académie nationale des sciences de Washington tinrent un discours beaucoup plus nuancé. S'ils n'étaient pas prêts à aller aussi loin que les Français, ils collaborèrent finalement dans le dossier du boycott allemand, mais campèrent sur leur position dans celui sur l'admission des neutres au Conseil de recherche. Les questions liées à la réorganisation de la science internationale dans l'après-guerre ne firent ainsi jamais l'unanimité au sein des scientifiques alliés en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Au final, si la guerre ne conduit pas à un effondrement complet de la communauté internationale des savants, on constate tout de même une mise à mal de l'internationalisme scientifique tel que défini par la communauté savante dans la deuxième moitié du 19e siècle, celle d'une science sans frontières, autonome, évoluant au-dessus de la mêlée. La brutalisation du discours, la guerre de plumes, l'investissement scientifique pour la défense nationale, les souffrances et les deuils répétés avaient rendu difficile tout retour à la normale, même après la victoire alliée. Pour de nombreux savants, tant dans le domaine moral que scientifique, le glas de la guerre n'avait toujours pas sonné, laissant dire au chimiste français Charles Moureux « Pour nous, chimistes, la guerre continue et peut-être plus âpre qu'elle ne le fut jamais. » Merci.